suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Imaginé dans les années 1920 par Béatrix Farrand, pionnière de l'architecture du paysage aux États-Unis, les jardins singuliers de Dumbarton Oaks se situent à Washington D.C., sur les hauteurs de la capitale fédérale américaine. Le jardin est implanté à Georgetown, un quartier de belles demeures individuelles. La propriété est achetée en 1920 par un couple de diplomates, Robert et Mildred Bliss, qui souhaitent créer un havre de verdure au cœur de la ville. Aujourd'hui ouverts au public, les jardins sont la propriété de l'université de Harvard. À flanc de colline, ils sont organisés en terrasse pour épouser la topographie des lieux. Gail Griffin, directrice du jardin, entretient ces espaces depuis presque 20 ans. Gail, ici à Dumbarton Oaks, à aucun moment on a le sentiment d'être dans la ville. Et pourtant, on est au cœur de Washington. Effectivement, nous sommes entourés par la ville. Si on regarde au-delà des arbres, on peut apercevoir plusieurs bâtiments du nord-est de Washington. Mais c'est si calme ici. C'est ce que recherchait Béatrix Farrand quand elle a conçu le jardin. Créer une résidence de campagne au cœur de la ville. Et Gail, c'est cette forêt épaisse qu'on voit ici qui permet de protéger le jardin de la ville. Oui, tout à fait. Sur les 6 hectares et demi, nous avons près de 1400 arbres. De nombreux chênes, mais aussi des érables, des hêtres, des arbres fruitiers. Tous ces arbres nous donnent le sentiment d'être isolés, d'être à la campagne. Gail, comment Béatrix Farrand va-t-elle connecter chacune de ces terrasses? Comment vont-elles dialoguer les unes avec les autres? Elle les relie grâce au chemin, aux matériaux de construction des murs, à la sensation de mouvement en arrivant jusqu'ici, et en permettant d'apercevoir cette terrasse au-dessus et de voir celle du dessous. Et ce sont les usages de ces terrasses qui vont déterminer leur taille. Je pense que dans la plupart des cas, les proportions ont été pensées pour s'adapter à l'inclinaison, pour une progression le long de la pente. Par exemple, l'urne terrasse est censée être l'antichambre du rose garden, pour observer les roses depuis le dessus. J'ai toujours pensé que le rose garden ressemblait à une salle de bal. Quand les roses sont en pleine floraison, on dirait des danseuses. Quand Farrand a dessiné le jardin, le sycomore était déjà là. Toujours très attractif, il nous attire vers le bas du jardin. Les ornements en forme de pommes de pin qui marquent les portails, tous ces éléments servent à avoir un aperçu des jardins qui se trouvent au-delà. C'est vraiment Béatrix Farrand qui nous guide dans le jardin. Les terrasses partent de la demeure au sommet de la colline. Elles se succèdent le long des pentes abruptes du domaine, reliées entre elles par de nombreux escaliers et de petits chemins pavés. Le potager, des arbres fruitiers et des pelouses ferment le jardin et marquent la limite avec le parc forestier en contrebas.
Dans leur volonté de créer un lieu exceptionnel, les propriétaires vont permettre à Béatrix Farrand d'exprimer sa vision personnelle des jardins dans une discipline tout à fait nouvelle à l'époque aux États-Unis. Dumbarton Oaks offre l'exemple le mieux conservé du travail de la paysagiste. James Carder est historien de l'art à l'université de Harvard. James, les origines de Dumbarton Oaks sont liées à un nouvel état d'esprit aux États-Unis qui est assez marqué au niveau des classes aristocratiques. Oui, c'est vrai. Les Bliss venaient d'une classe sociale aisée. Beaucoup de leurs amis possédaient des résidences de campagne en dehors de la ville. Et c'est ce qu'ils voulaient. Ils vivaient vraiment de façon isolée, comme s'ils étaient dans le Sussex ou quelque part dans la périphérie de Londres, en Angleterre. La mode était alors d'avoir un manoir entouré de jardins formels, mais aussi plus utilitaires comme un potager ou un jardin pour fleurir la maison, ce genre de choses que Dumbarton Oaks possède. Comment Béatrix Farrand va-t-elle répondre à cette demande? Béatrix Farrand, une des premières femmes architectes paysagistes, venait d'une riche famille. Elle a étudié les plantes à l'Arnold Arboretum de Harvard, avec des spécialistes de la botanique. Elle a aussi voyagé en Europe, où elle a été très attentive au jardin là-bas, collectionnant des photos, réalisant des croquis, ce genre de choses. Elle rapporta toute cette connaissance à Dumbarton Oaks et dans ses échanges avec Mildred Bliss. Cette dernière semblait tout à fait d'accord pour penser que le modèle franco-italien et les plantes qui poussaient dans ce climat étaient ce dont Dumbarton Oaks avait besoin. North Vista est une illusion. D'ici, on voit bien les marches qui montent au niveau supérieur. C'est seulement quand on arrive en haut de la terrasse que l'on comprend l'effet d'illusion de cette vue. Si on se retourne, on ne voit aucune marche. On a l'impression que la pelouse est parfaitement à niveau. Ça accentue la profondeur et la distance de la perspective. C'est vraiment un de ses chefs-d'œuvre. James, on voit bien ici comment Béatrix Farrand va utiliser les persistants, ici les buis taillés en nuages, pour structurer son jardin. Absolument. La structure de cette allée de buis serait complètement différente si les feuilles tombaient en hiver et qu'il ne restait que des branches nues de chaque côté. Farrand a utilisé une grande majorité de plantes persistantes pour structurer le jardin. Des grands magnolias, du lierre ou encore du passichandra comme couvre-sol. On voit bien ici, James, que ce ne sont pas les floraisons, les vivaces, les annuelles qui dominent. Les matériaux durs et les plantes persistantes sont très importants dans le dessin de Farrand. C'est vraiment ce qui crée la structure du jardin. Tout le reste, tel que les fleurs, les arbres à fleurs, n'était que l'habillage de la structure de base. C'est vraiment un jardin d'hiver. C'est ce qui le rend exceptionnel. Et alors l'identité de Dumbarton Oaks, c'est aussi l'utilisation de la brique. Elle est utilisée ici dans toutes ses formes. Tu sais sûrement qu'au XVIIIe et début du XIXe siècle, l'architecture américaine utilisait beaucoup la brique. Les murs étaient en brique, les maisons étaient en brique. Farrand fut influencé par la brique américaine. Le meilleur exemple est son utilisation pour l'allée Mélissandre, qui descend au jardin de fleurs et au potager. Elle va utiliser aussi les briques sur les rambardes des terrasses. Oui. La palissade qui longe la rue limite la vue depuis l'extérieur dans les jardins de Dumbarton Oaks. Elle attise la curiosité en permettant d'apercevoir le jardin et en même temps, elle bloque la vue. À l'époque où la propriété était privée, c'était intentionnel. Les espaces sont juste suffisants pour que le public comprenne que quelque chose de magique a été créé de l'autre côté du mur. Béatrix Farrand dessine et choisit d'installer dans le jardin du mobilier et des objets décoratifs. On les découvre au détour d'un sentier ou au bout d'une terrasse.
Des bancs sont disposés pour permettre aux visiteurs d'admirer la vue. Un trompe-l'œil cache le bout d'un chemin. Un vase attire le regard. Tous ces objets sont autant de surprises qui invitent à la découverte des lieux. James, ici on est dans un jardin formel, on a des rectangles, des lignes, des angles, et pourtant on ne se déplace jamais de manière formelle, on ne fait jamais des lignes parfaites, on est toujours en train de tourner, faire des virages. C'est vrai. Quand on se trouve dans l'une des pièces, il peut y avoir une grande formalité. Mais contrairement à Versailles, par exemple, où on sait que ce qu'il y a à droite va être symétrique à gauche, ce n'est pas le cas à Dumbarton Oaks. Et ça fait son charme. On descend un escalier ou un chemin, et on passe alors d'un espace formel à un autre espace complètement différent, surprenant, qui a ses propres règles de composition. Ça rend le jardin d'autant plus passionnant. On ne sait pas où on est jusqu'à ce qu'on pénètre dans l'espace suivant. Dumbarton Oaks est un jardin imaginé par deux femmes. Pendant près de 30 ans, Béatrix Farrand et Mildred Bliss travaillent en étroite collaboration. Mildred Bliss voyageait beaucoup. En 1922, débute une correspondance dans laquelle les deux femmes vont échanger leurs idées afin de donner naissance au jardin. Linda Lott est responsable de la collection des livres anciens de Dumbarton Oaks. Linda, ce sont les échanges de lettres entre Miss Bliss et Miss Farrand. Quel rôle va jouer cette correspondance dans la construction du jardin? C'est le début de leur association, ainsi que de leur amitié. On a deux femmes de la même classe sociale. Madame Bliss était très intelligente, très cultivée. Elle voyageait beaucoup et savait ce qu'elle voulait. Mais aussi Farrand, qui était une architecte paysagiste d'expérience, avait à l'esprit ses propres idées de conception. Et nous avons des années de correspondance entre les deux femmes. Et alors, à la lecture des lettres, on a le sentiment que Farrand laisse beaucoup de place à l'hésitation et à l'expérimentation. On le voit bien dans les lettres. Ça, c'est suite à sa première visite. Elle écrit « Ne voyez pas dans ces mots autre chose que des suggestions et des annotations, le résultat d'une rencontre de quelques heures seulement avec le jardin. Ils sont sujets à évolution et modification de la part des propriétaires et de la paysagiste. » On peut voir qu'elle hésite un peu. Elle ne se prononce pas sur la manière dont le jardin devrait être conçu. Elle fait juste des propositions. Et alors, elles s'amusent toutes les deux puisqu'elles s'envoient des images de référence. Oui, voici un exemple. Dans ses écrits, Madame Farrand note qu'elle s'est inspirée de la tonnelle d'André du Cerceau au château de Montargis. Voici le livre, publié à la fin du XVIe siècle. Vous voyez, le dessin, on peut retrouver la forme des arches. Les mêmes proportions. Exactement. Et Farrand ne va pas dessiner de plan. C'est un jardin qui n'est pas figé, c'est un jardin qui évolue. Il n'y a jamais eu de plan d'ensemble pour le jardin. On peut voir au travers des dessins et des correspondances que leurs idées changent et évoluent. Il y a aussi d'autres livres qui ont probablement servi de modèle pour le jardin. Voici deux éditions du livre de Gertrude Jekyll sur les ornements de jardin. Jekyll était une célèbre paysagiste anglaise. Elle était un peu plus âgée que Farrand, qui lui vouait une grande admiration. Elle a beaucoup influencé le travail de Farrand. Ces deux livres contiennent des images, des photographies de la campagne que Jekyll avait compilées. Et je pense vraiment que Farrand avait suggéré à Madame Bliss de l'utiliser comme ouvrage de référence. Une réalisation intéressante, ce sont les toits dans le potager. Elles ont copié le toit en ogive du château de Meursault dans le livre de Jekyll. La texture, la forme, les lignes, les proportions sont très similaires. C'est étonnant parce qu'on a vraiment le sentiment qu'elle veut ramener une patine. Elle veut presque vieillir son jardin.
Oui, en donnant à Dumbarton Oaks une apparence plus ancienne que la réalité. Le Lover's Lane Pool est décrit par Farran comme inspiré du Bosco Parasio, de l'Académie des Arcades à Rome. Elle y a emprunté l'architecture des marches, mais aussi la forme du bassin. Les colonnes et les urnes sont quant à elles inspirées du jardin de Raixa à Majorque. Et si l'on se retourne vers la statue, Pan est le dieu grec des pâturages, des troupeaux et des forêts. Son utilisation ici est assez évidente. Il montre le chemin. Beatrix Farran s'amuse avec nous dans la promenade. Il est au bout de la perspective et puis il nous invite à tourner vers le bassin. Oui, c'est notre guide dans le jardin. Et là, on retrouve vraiment les volutes classiques, mais tout ça en briques, en fait. Ouais. Elle les a réinterprétés en langage américain. En contrebas du jardin, le parc forestier de Dumbarton Oaks constitue la partie plus sauvage de la propriété. Aménagé par Beatrix Farran, il sert de contrepoint naturaliste au dessin plus complexe des jardins supérieurs. Maureen Joseph est architecte paysagiste pour les parcs nationaux à qui les propriétaires ont légué ce bois. Elle travaille à la conservation et à la rénovation des espaces pensés par Beatrix Farran. Ce ne sont que des arbres natifs des États-Unis qui ont été plantés ici. Farran a utilisé principalement des espèces natives. Elle a planté des tsugas un peu plus haut là-bas. On a aussi des cornouillers natifs et il y a aussi un oranger des Osages. Il a un fruit très particulier. C'est un arbre natif des États-Unis, mais pas de cette région. Il est originaire du Midwest, de l'Oklahoma, du Kansas et du Texas. Ce fruit est utilisé pour faire des arrangements floraux. On s'en sert comme objet décoratif dans les bouquets de fleurs. Mais si ça te tombe sur la tête, ça peut faire très mal aussi. Ça peut être dangereux car ce fruit est assez lourd. Ça fait probablement 1 livre ou peut-être même 1 kilo. Ça, c'est un arbre qui est de la même famille que notre mûrier en Europe, mais qui ne fait pas du tout les mêmes fruits. Donc tout ce qui est autour de nous a été totalement dessiné. Quand Farran fut engagée pour créer le parc, elle a utilisé les arbres existants, l'eau, et l'a aménagé de manière à ce que l'on ait l'impression que tout était naturel. Maureen, comment va-t-elle mettre en scène cette rivière qui coule au fond de la vallée? Il existait déjà un cours d'eau dans la vallée. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des cascades et des barrages le long du cours d'eau. C'est ce qui produit ce son de l'eau qui tombe sur les pierres. Farran a pu créer cette incroyable oasis au cœur de la ville. Je pense que d'une certaine manière, elle a interprété la volonté des Bliss, cette vision qu'ils avaient. Partir d'un jardin formel, puis au style informel, enfin au paysage sauvage. Elle a toujours eu cela à l'esprit dès sa première visite dans les années 1920.
À la lisière du bois, on trouve le jardin potager. À l'époque des Bliss, il contribue à l'approvisionnement des cuisines. Par la suite, devenu trop cher en personnel, il est remplacé par un jardin ornemental. Récemment, pour rendre hommage à l'histoire de Dumbarton Oaks, on a à nouveau installé un potager. Marc, ici on voit des grandes lignes de romarin et de sauge. Alors je suppose que c'est pour structurer le potager. On est plutôt dans un potager qui est productif ou un potager ornemental? Nous essayons vraiment d'associer l'aspect ornemental et productif dans ce potager. Cette sauge est utilisée à la fois comme plante aromatique et ornementale. Le chou calais, par exemple, est un excellent légume, mais il est aussi très décoratif. Il a une belle forme et une bonne texture. Ça, c'est un chou qu'on ne connaît pas en Europe, en tout cas qu'on n'utilise pas comme vous l'utilisez ici aux États-Unis. Il est cultivé dans tout le pays, particulièrement dans le sud, et ici aussi. Il est très bon. Traditionnellement, on le mange à Thanksgiving, et récemment, il est devenu populaire comme ornement. Depuis quelques années, il est utilisé dans les jardins pour ses qualités esthétiques et alimentaires. Et Marc, du coup, toute cette diversité va bénéficier autant au potager qu'au reste du jardin. Ce que j'aime particulièrement dans ce potager, c'est que depuis qu'on a mélangé différents types de plantes, des herbacées, des plantes ligneuses, nous avons créé un mini-écosystème. Il héberge un grand nombre d'insectes pollinisateurs. Et bien sûr, ça a un impact sur le jardin dans son ensemble. Vous êtes vraiment chanceux parce que vous avez finalement un écrin, une sorte de décor extraordinaire, conçu par Béatrix Farrand, qui entoure le potager. Oui, tu as raison. On se sent vraiment dans une enceinte ici. À l'origine, je pense que Farrand voulait qu'il fasse partie de l'ensemble. Je pense que ça a toujours été un endroit particulier, une partie intégrante du jardin, mais quand même à l'écart. L'orientation est bonne, le terrain est plat et dégagé, c'est un formidable terrain de jeu. Donc c'est un jardin contemporain, contenu dans un jardin historique. Oui, c'est vraiment un lieu unique, où se mélange l'histoire d'un jardin potager traditionnel avec une vision moderne du potager. Je pense que Mildred Bliss et Béatrix Farrand auraient aimé ça, et auraient réalisé qu'un jardin évolue sans cesse, dans différentes directions. Et pour autant, je trouve qu'on respecte l'histoire. Les jardins en terrasse de Dumbarton Oaks ont évolué au fil du temps. Après le départ de Béatrix Farrand, dans les années 1940, Ruth Avey, une élève de la paysagiste, va redessiner certains espaces et va insuffler un esprit encore plus baroque et décoratif au jardin. L'une des terrasses a été recouverte de petits galets importés du Mexique. Voici le Pebble Garden. Il a été conçu par Ruth Avey au début des années 1960. C'est à peu près à la période où Robert Bliss est mort. Mildred Bliss dira de ce jardin, c'est son chant du cygne. Avant que Ruth Avey ne dessine le Pebble Garden, Béatrix Farrand l'avait aménagé en terrain de tennis, adjacent à la piscine. C'était donc beaucoup plus fonctionnel qu'ornemental. Alors pourquoi elle décide d'abandonner ses cours de tennis au profit d'un jardin beaucoup plus ornemental? En vieillissant, les goûts de Mildred Bliss ont changé. Quand elle travailla avec Ruth Avey, les choses devinrent beaucoup plus élaborées et beaucoup plus sinueuses. Et là, Gaëlle, on peut voir les armes de la famille Bliss, la gerbe de blé et leur devise. Oui, la devise Quod Severis Metis signifie « vous récoltez ce que vous avez semé ». En d'autres termes, tu obtiens dans la vie ce que tu crées. Ce jardin, Dumbarton Oaks, c'est finalement un jardin qui est très calme, je trouve. On voit pas beaucoup de touristes, pourtant on est en plein centre-ville. Est-ce que finalement c'est pas le secret le mieux gardé de Washington DC? Je ne connais pas les autres secrets. Je pense que c'est dû à son aspect intimiste. On peut se perdre et se sentir complètement seul. De plus,
C'est un jardin qui n'est pas prétentieux. Il est juste beau, paisible. Et c'est ce qui m'étonne le plus.